Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, c'est Méline Rompré. Aujourd'hui, il sera question du premier demi-marathon de Laval dans le cadre du 50e anniversaire. Et puisqu'on est dans les fractionnements, on va passer d'un demi à un tiers. Robert Dethière, qui est fondateur des écoles de percussion Jam Experience, qui sera avec nous en studio. En parlant d'école, on vous invite à une soirée vin fromage au profit de l'école alternative Le Baluchon. Connaissez-vous l'organisme Bonjour aujourd'hui et après? Il s'occupe des personnes en perte d'autonomie, des personnes âgées. On va en discuter à l'émission. Techno et écolo ne vont pas toujours de pair. Un spécialiste en électronique nous dit quoi faire avec nos appareils défectueux. Et si vous êtes amateur de science-fiction, vous ne voudrez pas manquer la critique du film Les Insurgés de la série Divergence. L'édition de la semaine du 29 mars 2015 de Laval et compagnie débute à l'instant. C'est le moment de se brancher sur l'actualité lavalloise avec Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Bonjour Ghislain. Bonjour Éric. Parlons de Couche-Tard qui continue son expansion. Quelle belle histoire, hein? Alimentation Couche-Tard, la multinationale lavalloise de l'accommodation des dépanneurs. Seulement au cours du dernier mois, parlons des nombreuses acquisitions. On a confirmé dans les derniers jours qu'on pouvait mettre la main sur le groupe américain de Pentry, basé en Caroline du Nord. De Pentry, imaginez, c'est 1500 commerces aux États-Unis. Dans les jours qui précédaient, voilà qu'on annonçait également que Couche-Tard se portait acquéreur de 170 magasins de Tote et Giant Tote, également situés aux États-Unis, plus précisément en Louisiane, au Mississippi, au Texas. Ces derniers magasins vont opérer sous la bannière principale de Couche-Tard aux États-Unis, Circle K. Il faut s'attendre à ce que certains magasins également de Pentry adoptent cette bannière au cours des prochains mois. Et voilà, ce n'était pas assez. On annonçait également que Couche-Tard allait également acquérir par le biais d'une filiale des activités de Shell au Danemark, 315 magasins. Imaginez, je n'ai pas le dernier décompte officiel, mais juste pour vous donner une petite idée, au 31 octobre dernier, Couche-Tard en Amérique, c'est 6300 commerces et en Europe, au-delà de 2200. Alors, c'est énorme. Circle K, hein? Oui, Circle K. OK. Parlons de l'affichage des limites de vitesse peut-être plus facile. Oui, bien, comme à l'instar de plusieurs municipalités au début des années 2010, Laval a adopté un règlement limitant à 40 km/h la vitesse dans les quartiers résidentiels. On était à l'automne 2012. Le MTQ avait défait les plans, avait forcé Laval à retourner aux planches à dessin pour revoir le règlement. Et à l'automne dernier, on a commencé à changer les panneaux. Imaginez, on est à l'automne 2014, donc 2 ans plus tard. Mais un problème avec le fournisseur a empêché le déploiement de la phase 2 et 3 prévue à ce changement de panneaux de signalisation. Ce qui fait qu'en ce moment, on n'a que l'ouest de Laval, jusqu'à l'autoroute 13, qui a été complétée. Alors, imaginez, tout ce qui se trouve à l'est de Laval, tous ces secteurs, les panneaux n'ont toujours pas été changés. Le conseiller de l'opposition élu de Fabreville, Michel Trottier, a proposé une solution rapide, efficace et simple. C'est d'apposer une vignette autocollante sur les panneaux déjà existants. Il y en a 3300 changés. C'est une vignette qui répond aux normes du MTQ et qui coûte 6 $ à produire seulement. Alors, faites le calcul. Pour à peu près 20 000 $, on aurait le changement qui serait opéré rapidement. Donc, c'est un panneau à 50, mais avec une vignette qui nous montre Tout que c'est simplement, 40. la vignette viendrait remplacer le 5 par un 4. Ah, OK. Assez simple, merci. Ah, ben oui, c'est une très bonne idée. Le conseiller a même produit un estimé, si on confiait le tout à un sous-traitant, pour autour de 55 000 $, on s'en sortirait et on aurait une solution qui serait déployée rapidement. Et la Ville analyse en ce moment cette proposition du conseiller de l'opposition. Bonne idée. Oui. Et la dernière des 3 nouvelles, c'est Laval qui aura son club de hockey, c'est officiel. Bon, oui. Bon, c'est un secret de polichinelle. Officieusement, puisque le Club de hockey canadien a confirmé la semaine dernière que son club école, qu'on connaît sous le nom de Bulldogs d'Hamilton, prendra la direction de Saint-Jean-Terre-Neuve pour la saison prochaine. En fait, pour les 2 prochaines saisons, on adoptera le nom de Ice Caps. On a donc confirmé pour les 2 prochaines saisons, ce qui nous mènerait au calendrier 2017-2018. Vous savez que la Place Belle, l'échéancier des travaux,
août 2017. On serait donc dans les temps. Dans la cible, absolument. Dans la cible. Et de plus, le Canadien a annoncé qu'il rachetait le club de son propriétaire, Michael Andlauer. Mais disons que c'est une transaction main gauche, main droite, puisqu'il faut comprendre que M. Andlauer est actionnaire minoritaire du Canadien et est un résident de Laval. Mais bon, le tricolore rachète la participation majoritaire de M. Andlauer et on peut s'attendre à ce que le club de la Ligue américaine de hockey occupe la Place Belle à compter de la saison 2017-2018. Donc, pour l'ouverture de la Place Belle. Hey, c'est rare qu'on a juste des bonnes nouvelles, mais c'est ce qu'on avait cette semaine. Oui, tout à fait. Si vous voulez continuer à bien vous informer sur Laval, Oui, des infos fraîches tous les jours sur votre quotidien web, l'échodelaval.ca. merci Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine. Les filles, à vos espadrilles, on laisse les stilettos. Les gars, ben vous avez probablement déjà vos espadrilles. On parle du premier demi-marathon de Laval. Bonjour, Laurence. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Laurence Oui. Coutu-Paquin avec nous qui va nous parler de ça. Ouais. Donc, 21 km. 21 km, c'est le demi-marathon qui va se passer ici à Laval. Puis en fait, c'est pour le 50e de la ville de Laval. On sait qu'il y a eu plusieurs activités qui se sont manifestées durant toute l'année. Mais là, pourquoi pas faire un demi-marathon? Bien, pourquoi pas, effectivement, ça Et va c'est nous oui. faire perdre quelques kilos. Quelques kilos peut-être, se mettre en forme un peu, puisqu'il faut se pratiquer. Un demi-marathon, c'est quand même 21 km. C'est pas Ben rien. oui. Moi, j'en cours 5, je suis épuisée. Mais là, 21, c'est, non, moi, ça j'en demande cours énormément pas, là. de travail. Non, ça demande beaucoup de travail, mais ça doit être un tellement bel accomplissement au bout du compte. J'avoue. Y a-t-il une cause derrière ça ou c'est juste pour le fun? Ben, c'est pour le 50e de Laval. Oui, je vais en parler un petit peu durant L'entrevue? Oui, durant l'entrevue, parce que c'est aussi, ça va se passer en même temps que l'événement, la Grande Fête des pompiers, OK. qui, eux autres, c'est la 4e édition quand même, qui font cette fête-là. Donc, le demi-marathon va se terminer au Centropolis, qui est là où la Grande Fête des pompiers va se dérouler. Puis, il n'y a pas juste seulement un 21 km, parce que je sais, comme je te disais, moi, j'en cours 5. Je suis un petit peu épuisée, c'est sûr que je pourrais me forcer un Mais petit t'en cours peu. déjà plus que moi, là. Peut-être. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde de juste faire un 21 km. Donc, eux autres, ils offrent un 2 km, 5 km, 10 km et 21 km. Donc, Là, c'est tu vraiment parlais qu'il faut se préparer. Effectivement, il faut se préparer avant. On fait ça comment? Est-ce que c'est en gang ou c'est individuel? Ben non, idéalement, le demi-marathon va se courir toujours en gang. Ça, Faut c'est vous sûr. inscrire aussi. Mais idéalement, c'est de se pratiquer en courant le 21 km, c'est d'essayer d'être capable de le courir au complet avant d'en faire un, là, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de cardio. On ne connaît pas exactement tout le parcours. On sait que ça va traverser plusieurs endroits emblématiques, justement, puisqu'on veut célébrer le 50e de Laval. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi le parcours et tout. Puis courir dehors, c'est toujours plus difficile que courir sur un tapis roulant. Ouais, c'est Il y a des hauts, des bas et tout ça. Il faut vraiment être bien équipé. Et pas oublier vos bouteilles d'eau. Il faut s'hydrater. Ça, c'est hyper important quand on court. Puis comment ça marche, c'est que, par exemple, pour le 21 km, ça va partir de l'église Saint-Vincent de Paul, qui est sur le boulevard Lévesque. Pour le 10 km, ça commence au parc Rosaire-Gauthier. OK. Pour le 5 km, c'est au musée Armand-Frappier. Et pour le 2 km, c'est au Centropolis, parce que, 2 km, c'est assez proche de la fin du demi-marathon. OK. Et il y a des tarifs, évidemment, mais ils vous offrent, en fait, un genre de rabais si vous l'achetez en pré-vente. Donc, par exemple, jusqu'au 14 avril, vous avez un super rabais, genre 10 $ de moins. OK. Après, à partir du 14 avril, c'est jusqu'au 26 mai, que là, le rabais est un petit peu moins grand, mais il y a toujours un rabais. Mais si vous vous inscrivez sur place, là, c'est sûr que ça va vous coûter un peu plus cher. Comme par exemple, pour le 21 km, sur place, c'est 60 $. Mais jusqu'au 14 avril, c'est 45 quand même. Et jusqu'au 26 mai, c'est 50. Donc, ça, c'est quand même... Mais il doit y avoir quelque chose en arrière de ça s'il y a un coût, c'est sûr. Oui, absolument, parce que vous inscrivez, évidemment, pour que vous récoltiez aussi, on va vous donner une médaille de participation. On vous donne une collation énergisante à la ligne d'arrivée, un chandail aussi Tech 2015 pour vous dire que vous avez fait le marathon. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est le fun. Et aussi, c'est que tous les fonds amassés vont être remis à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Et Génial. aussi, c'est ça, chaque montant de 5 $ pour les enfants qui font partie d'une commission scolaire, ça va être remis à leur école. Donc, à l'école, c'est ça, à leur école respective. Souvent, ça va être l'école de Wilfrid Laurier, qui est justement dans l'arrondissement de Laval.
Puis ça va être remis justement pour qu'ils fassent des activités physiques à l'école. Donc, juste de donner un petit montant pour favoriser ça. Donc, c'est sûr qu'on court pour une bonne cause. C'est pas juste pour son accomplissement, mais pour donner aussi. On en appelle à votre générosité. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des petits rabais et tout, être là à l'avance, mais c'est vraiment pour des belles causes quand même. On court vraiment pour une belle cause. Ça, c'est le fun. On s'habille en sport, on s'habille. Tu sais, là, le 31 mai, il risque de faire quand même assez chaud. On se le demande. Ça, c'est vrai. On ne sait pas quand ça va arriver, mais oui, on essaie de s'habiller. On va se parler quelque chose de vraiment bien. Là. Le printemps est arrivé, ça va arriver tranquillement. Donc, on essaie juste de se mettre des vêtements confortables, des espadrilles, évidemment, des running shoes, comme on appelle. Confortable. Vraiment de sport. C'est pas le temps de faire des parades de mode. Il faut être confortable pour courir. 21 km, c'est quelque chose. Exactement. Puis ça vaut la peine aussi. Ça finit avec la grande fête des pompiers, ce qui est le fun aussi. C'est pas juste un demi-marathon, ça finit avec quelque chose aussi. Donc, si le printemps peut arriver avec la parade des pompiers, l'été va revenir avant le printemps, c'est sûr. Exactement. Bien, c'est super. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous avez toujours voulu apprendre la percussion. Restez avec nous. J'ai Robert Dothière qui est avec moi aujourd'hui avec l'école de percussion Jam Experience. Bonjour, Robert. Bonjour. Là, tu commences une nouvelle session. Tu as une école à Laval. Oui. Tu en as deux autres aussi, Saint-Sauveur, Saint-Jérôme. Oui. Et là, ça commence, je pense, le 16 avril, la nouvelle session. Exactement. On a une nouvelle à tous les printemps, l'automne, puis après Noël, il y a tout le temps une nouvelle session. Donc là, on est rendu à la session printemps. Okay. Donc, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on fait des portes ouvertes pour que les gens puissent venir voir et vivre l'expérience. C'est quoi un cours à l'école Jam Experience? Okay. Donc, la porte ouverte, elle est le 16 avril OK, ça, c'est pas le cours qui commence, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Mais après ça, c'est un jeudi. Donc, le jeudi d'après, ceux qui ont aimé ça, ils peuvent revenir. Et puis là, bien, le cours continue. Okay. Donc, c'est comme le premier cours, si tu veux. Il y a autant des cours, ça commence pour les débutants autant que des cours intermédiaires et avancés aussi? Oui. En fait, le 16, c'est plus des débutants. Okay. Donc, on commence avec ceux qui n'ont jamais joué. Ceux qui ont déjà joué, bien, ils peuvent venir, mais là, les cours sont plus le mardi. Okay. À 7 heures pour les intermédiaires ou les avancés. Donc, c'est pas la même journée. Mais c'est ouvert pour tous les niveaux. Juste avant que tu nous fasses une petite démonstration de ce qu'on peut faire dans un cours débutant, intermédiaire puis avancé, juste nous parler un petit peu de toi, parce que tu as travaillé déjà avec le Cirque du Soleil. Oui. Tu as travaillé pour La Chicane. Oui. Tu as fait partie, tu peux en nommer d'autres parce que tu as fait vraiment beaucoup de choses. Oui, bien, mon premier groupe, c'était RMD. C'était un band, le premier groupe que j'ai fait des albums, si tu veux. Après ça, j'ai travaillé avec, La Chicane. C'est un groupe qui était un petit peu plus connu. Oui. J'ai travaillé aussi comme auteur-compositeur pour Boom Desjardins. Oui. Et puis, je faisais les back vocals aussi sur son premier album. Tu fais pas juste la percussion, tu es drummer aussi. Oui. Et puis, je suis chanteur. Oui, exactement. Okay. Donc, c'est ça. J'ai fait beaucoup de musique pop avant de m'en aller dans la musique traditionnelle africaine. Et le passage entre les deux, je te dirais que c'est le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, j'étais percussionniste dans quelques shows et j'étais surtout... on m'appelait pour aller... Bon, admettons qu'il faisait un show à l'extérieur. Et puis là, à place de faire venir 15 percussionnistes de Montréal, bien, j'allais là en tant que représentant des percussions. Toi, tu as toujours fait ça, là, dans le fond. Là. Tu me disais tantôt, tu as commencé même à l'âge de 3 ans. T'es né avec ça. Ah, ben oui. Moi, j'ai toujours gagné ma vie avec ça, puis c'est mon instrument. La musique, c'est ma vie. Et là, ton école, on peut même la voir en spectacle. Tu as des étudiants de ton école qui font partie du spectacle cet été à Juste pour rire. Oui. Le 12 juillet. Exactement. En fait, j'ai une production qui s'appelle Insolita, qui est un show insolite, un peu entre Blue Man Group, Cirque du Soleil, puis Stomp. Là, Et puis, dans un des numéros, nous autres, on fait l'ouverture du festival Juste pour rire le 12 juillet. Et dans un des numéros, on a été chercher des élèves de l'école Jam Experience pour grossir le tableau, si tu veux. Donc, les élèves ont la chance de faire des spectacles professionnels, si tu veux, ou bien assister, ou bien faire partie. C'est motivant. Ben oui. Là, j'apprends, j'ai envie d'évoluer, de monter un peu plus, puis je vais pouvoir faire partie d'une troupe. Exactement. Puis vivre l'expérience de faire un show devant 5, 10, 15, 20 000 personnes. C'est un beau thrill, Et il y aura même Mélissa Lavergne qui sera là. Mélissa Lavergne est dans le spectacle Insolita, oui, exactement. On connaît, exactement. on voit avec Normand Brathwaite, avec justement. Belle et Bombe, oui. Belle et Bombe. Et
justement sa fille, Oui, elle prend, Elisabeth ben oui, Blouin-Brathwaite. elle prend des cours, c'est des cours privés, mais elle prend des cours avec l'école Jam Experience, oui. OK. Parce que là, elle est vraiment dans la percussion, là, elle pousse ça à fond. Donc, moi, je suis là je suis comme son guide. Si tu veux. Fait que là, on est prêt, on veut t'entendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on apprend dans le cours débutant? Qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? Bon, alors, si vous venez jeudi le 16 avril, on va premièrement commencer par apprendre la position des mains. Tu sais. Donc, c'est bien important de savoir comment placer nos mains pour avoir du son. Donc, là, si on veut avoir la basse, là, je mets le djembé un peu de... Oui, là, on n'est pas placé dans la Ouais, bonne c'est façon, ça. mais C'est pas grave, l'émission. on s'arrange, OK. là. Donc, la basse, c'est comme ça. OK? Parce que le son, il vient d'en dessous. Donc, c'est important de le pencher. Donc, ça, c'est comme, si tu veux, le bass drum. Là, tu sais. OK. Après ça, on a une deuxième position, OK, qui s'appelle le ouvert. Alors, pour le ouvert, on ferme les doigts, puis on laisse résonner. OK? Il y a différents sons, Oui. dépendant de la position des mains. Exactement. Puis le slap, c'est lui. Donc, on a 3 sons de base pour commencer. OK. Et ça peut donner, on va aller super rapidement. Ça peut donner... Fait que ça, c'est le genre de rythme qu'on peut apprendre dans le débutant. Oui, exactement. Dans l'intermédiaire, on est rendu à quoi? Bien là, on va pousser les rythmes. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans les rythmes et on va aussi ajouter le dum-dum, qui est un instrument, si tu veux, c'est comme le drum de la musique africaine. OK. Donc, on va rajouter ça par-dessus les rythmes qu'on va faire. Donc, on a d'autres... Mais là, le dum-dum, on ne l'a pas ici. OK. Donc, et puis, si on s'en va un petit peu plus loin dans les cours plus avancés, mais là, on va apprendre à s'exprimer. OK. Ça veut dire faire des solos. Fait que juste un petit exemple. OK. Exemple. Wow! Fait qu'on va commencer par le début. Aller Oui. à ta porte ouverte le 16 avril. Le 16 avril prochain, à 7h30 à Laval, c'est au Collège Le Tendre, OK. dans les locales de l'école Collège Le Tendre. Fait qu'on peut trouver toute l'information sur ton site jamexperience.com. Exact. Merci beaucoup, Robert de Ça fait plaisir. Merci. Une petite soirée vin et fromage au profit de l'école et Fondation Le Baluchon. Et pourquoi pas, Valérie Patry nous en parle aujourd'hui. Ça va bien, Valérie? Ça va bien, merci. T'aimes-tu le fromage, toi, Samy? J'aime beaucoup le fromage. Et le vin? J'aime bien le vin, mais moins un petit peu. Là. Ça C'est tombe pour bien. le cheers, oui. Là, mais- Oui, bien, c'est ça qui est le fun dans ces événements-là parce que on peut goûter à plein de petites choses, mais on n'est pas obligé de finir toutes nos choses qu'on commence. Ah, c'est bien ça. Fait qu'on a plusieurs verres de vin, on goûte, on n'aime pas, on reprend, Parce on que garde. c'est point de vue dégustation, évidemment. Mais t'en as assez, là. Tu es plein à la fin de la soirée. Il y a des petits Le gym bouchées. le lendemain, là. Non, il n'y a pas de lendemain de veille, à moins que tu aies abusé, parce que tu as le droit d'abuser dans ces choses-là. Il y en a assez. Mais il y a du cidre de glace, il y a des petites bouchées, il y a des chocolats qui sont faits maison. C'est vraiment un bel événement. Tu sais, une fois par année, moi, j'aime ça avoir un petit événement où je peux m'habiller chic, que je me mets belle, que je me trouve cute. Bien, je vais là. Puis, C'est j'y pour trouve une mon bonne compte. cause. Oui, c'est pour une bonne cause. C'est pour les enfants de l'école Le Baluchon, les écoles alternatives qui marchent par projet. Et ils ont besoin, on a besoin d'avoir des sous pour faire soit la classe rouge, soit on a une portion cirque. On a aussi des projets pour petits groupes, pour un peu plus grands groupes. Donc, cette fondation-là aide à accumuler des sous pour pouvoir faire ces activités-là. C'est sûr que c'est vraiment génial. Mais revenons à notre vin et fromage qui va être le 17 avril prochain, qui va être au Château Royal. C'est comme un bal de finissant, hein? Tu sais, on va là. Ah oui, classique à ce point-là, Ben, c'est bien le fun. Bien, c'est ça. Tu sais, une fois par année, on peut le faire, mais t'es pas obligé. Il y en a qui arrivent en jeans. Moi, je vais être chic. En tout cas, je vous le dis, là, je vais être chic. On se donne une belle raison. Les Oui. filles, sortez vos beaux talons. C'est ça. Petite robe, le fun. Oui, on fait ça. Puis c'est une soirée unique qui permet vraiment de savourer tous les vins et fromages de la région, les cidres de glace de la région, Ah, tout ça. génial. Oui. Puis c'est ça, on peut en profiter pour se mettre belle, princesse, conviviale. Hein? Très Super. agréable. Et c'est la célèbre Madame Élise Lambert, sommelière, qui va être présente pour l'occasion. Oui, elle va être là, elle va pouvoir nous expliquer les vins et les fromages.
Écoute, moi, je suis pas une fin connaisseuse de vin et de fromage, mais j'aime goûter, j'aime savourer. Puis elle va être là vraiment pour bien expliquer les choses. Donc, c'est intéressant. Puis ceux qui savent pas c'est quoi l'école alternative, là, puis qui veulent, tu sais, ils veulent en savoir plus, bien, c'est un beau moyen. On a plein de parents qui sont là, qui peuvent vous expliquer de long en large. Puis les commerçants, là, on se gêne pas, là. Il y a plein de commerçants de Laval qui ont été super généreux pour la journée. Pour l'occasion. Il y a aussi le chef pâtissier, Johan Delaunay, qui va être présent. Les chocolats que tu nommais tout à l'heure. Je sais pas si... Je pense que lui, il doit venir d'une autre planète parce qu'il travaille fort, là, ce monsieur-là. Là, il est incroyable. Il fait des chocolats sublimes. C'est un pâtissier. Là. Et il va être là pour l'occasion pour nous faire des jolis bouchées que je vais aider, d'ailleurs. Je vais mettre les mains à la pâte. Et c'est ça. Donc, je vous invite à venir en grand nombre. C'est pour une bonne cause. Puis, c'est en hommage pour les professeurs. Hein, cette année, on souligne tout le temps, chaque année, les professeurs. Moi, à chaque fois que je vois des hommages pour les professeurs, ça me concerne pas. Et je trouve ça beau, touchant. Puis c'est ça, en même temps, ça permet de savoir c'est quoi l'école alternative. T'sais? Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Puis est-ce que ça convient à mon enfant? Est-ce que ça convient pas? Bien, c'est une belle soirée où on peut aller. Sinon, on peut s'acheter une table directement, y aller avec nos amis, passer du bon moment. Puis je vous donne... avoir de la musique aussi. Ah donc, oui, on a un petit groupe jazz. C'est très live, le oui, fun. c'est très relax, convivial, décontracté. Puis je vous invite à aller voir la page Facebook Vin Fromage Le Baluchon ou aller sur le site Internet. Vous allez avoir toute l'information, les prix et tout ça. Parce que quand même, c'est pas cher à payer quand on sait que ça aide une école, c'est pour nos enfants, il faut y penser. Ça vaut vraiment la peine d'investir. Puis, bien, c'est de joindre le plaisir à l'agréable, l'utile à l'agréable plutôt, puisque c'est 20 fromages. Donc, c'est pour papa, maman, mais pour donner pour les enfants. Et voilà. Pour toute la famille. Oui, oui. Alors, bonne à ne pas manquer, mesdames et messieurs. Donc, Fondation Le Baluchon à commercial@gmail.com. Vous pouvez aller aussi sur le site web. Je te remercie beaucoup, Valérie, d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir, Samy. J'espère que tu vas venir goûter à ça. Absolument. C'est un rendez-vous. Cette semaine à l'émission, on a la chance de recevoir l'association Bonjour aujourd'hui et après. Et j'ai à mes côtés la directrice générale, Mme Anita Vassiliou. Bienvenue. Merci. Et je trouve que votre organisme, c'est un très beau nom, c'est original, ça fait du bien, j'aime ça. Mais mis à part le nom, quelle est la mission de votre organisme? Notre organisme, il dispense des services de maintien à domicile pour les personnes âgées et aussi celles qui sont en perte d'autonomie temporaire ou bien permanente grâce à un réseau de bénévoles. Et maintenant, vous offrez beaucoup de services. Oui. Comme vous dites. Lesquels est-ce que vous offrez exactement? Parce que là, vous avez une gamme de services différents. Bien, on offre la popote roulante, qui est un repas chaud qui est livré à domicile du lundi au vendredi. On a également le transport et l'accompagnement médical. On a les appels d'amitié et de sécurité. On a aussi les visites d'amitié. C'est qu'on veut s'assurer que la personne va bien. Souvent, ils ont juste nous dans une journée à qui parler. Donc, nos bénévoles les appellent pour s'assurer que tout va bien. Wow, c'est le fun. Donc, ils prennent un petit coup de fil, oui. ils prennent de leurs nouvelles. Oui, ouais. À tous les semaines, ils ont une heure précise, là, on les appelle là, pour s'assurer qu'elles vont bien. Et sinon, vous avez un autre service? Oui, les visites d'amitié. Ça, c'est que le bénévole se rend chez la personne et il passe un petit peu de temps avec pour briser l'isolement. Et sinon, comme popote roulante, là, vous avez différents services, différentes nourritures qu'on peut retrouver, des mets cuisinés. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Bien, on trouve du porc, du bœuf, des pâtes, du poisson, quand même à peu près de tout. L'été, on a même des salades, des sandwichs. Vraiment, c'est une variété. Et c'est aussi des services qu'on peut retrouver pour le grand public. Parce que oui, vous êtes là pour les personnes âgées, vous offrez beaucoup de temps pour eux, mais pour le grand public, il y a des plats aussi qu'ils peuvent venir chercher. S'ils ne sont pas à cuisiner ou autre raison. Oui, bien c'est ça. Tous les plats qu'on prépare directement sur place, ils sont congelés et les gens peuvent venir les chercher vraiment à un prix abordable. Nos repas sont entre 3,50 et 5 $, c'est-à-dire le repas principal. Le repas complet, oui. Parfait. Et comme repas qu'on peut retrouver... Bien, c'est ça, c'est très varié, là, c'est ça. C'est du porc, du bœuf, du poulet, des pâtes et du poisson.
c'est vraiment... Puis c'est vraiment réduit en sel et en gras. Et un service aussi, vous avez un service traiteur. Oui. C'est nouveau un peu? Non, bien, ça Non, fait quelques années. Ça fait quelques années, mais c'est ça, si vous voulez organiser une petite réception ou une fête, on offre soit un buffet froid ou même des boîtes à lunch pour des rencontres corporatives. On peut louer notre salle si vous avez... on cherche des salles. Des fois, c'est compliqué. Oui. C'est une grande salle? Bien oui, de 500 pieds carrés. C'est pour des déjeuners, causeries, des formations, des rencontres corporatives, activités. Bien, c'est disponible. Pour eux? Oui, un peu pour tout le monde. Et sinon, vous avez un bazar faire intéressant le 30 mai prochain. Et là, cette année, je sais que vous en faites deux. D'habitude, c'est en haut, mais cette année, vous commencez avec le 30 mai prochain. Et les gens, s'ils ont des choses dont ils veulent se débarrasser, on les invite vraiment à les emmener à votre organisme? Oui, on peut même aller les chercher aussi pour eux. Oui, wow. si on a de la difficulté à se déplacer, on peut, des bénévoles, justement, se déplacent pour aller chercher les effets. Puis nous, avec ça, bien, on va les vendre, puis ça ramasse des sous pour notre organisme. Et aussi, on loue des tables, justement, pour les gens qui sont intéressés à vendre. On a 40 tables. L'année passée, on a réussi à en louer 50 tables. Donc, c'est à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses, ça veut dire. Oui. Puis on a oublié de mentionner que nous, on est situé au 800 rue Montrose, à Duvernay, juste à côté du centre d'achat du Duvernay. Et c'est là que ça va se dérouler, le Grand Bazar. Oui. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme article? Parce que je sais qu'on dit qu'on en a beaucoup. Oui. Bien, de tout genre. Il y a des jouets, il y a des vêtements, mais il y a des livres, il y a des décorations. Vraiment, tout ce que les gens veulent se débarrasser, là, comme je vous dis, c'est un grand succès année après année. Et si jamais les gens veulent aller acheter des articles, on les invite à venir à la journée? Oui, à la journée. Puis, c'est ça. C'est un beau rendez-vous. Habituellement aussi, il y a des petites collations aussi qu'on offre et des choses comme ça. Pour passer une belle journée. Oui. Et sinon, vous avez beaucoup de bénévoles qui travaillent pour vous et c'est important de les remercier. Je pense que vous en avez une cinquantaine. Oui, près de 50. Sans eux, l'organisme n'existerait pas. Donc, c'est pour ça qu'on essaie justement, on a organisé le 5 décembre dernier une fête, Journée internationale des bénévoles pour justement souligner leur reconnaissance. Alors, c'est très, très important. Et une dernière chose aussi, tout le monde peut venir manger on a une halte repas, on a une salle à manger où ce que les gens, c'est ouvert au public, ils peuvent venir manger. Un repas complet, soupe, salade, dessert et plat principal, c'est 6 pour membre, 7 non membre, taxes inclus. Et si on devient membre, c'est combien? C'est 12 mais on a plein d'avantages aussi, là. Il y a des rabais sur les repas, sur les différents services également. Et ça, c'est de quelle heure à quelle heure vos repas, si on veut se présenter? De 11h30 jusqu'à 1h30. OK. Et encore, on rappelle l'adresse de l'association? 800 rue Montrose à Laval. Parfait. Et si on veut plus de détails, plus d'informations, on va sur votre site Internet ou on vous appelle aux coordonnées qui se trouvent au bas de l'écran. Merci beaucoup, Anita, d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Moi aussi. Vous ne savez pas quoi faire avec vos appareils défectueux? On a plein de solutions. On reçoit aujourd'hui Didier Bosset qui nous présente sa compagnie, Didier Bosset, spécialiste en électronique. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et écoute, tu viens juste de terminer tes études et tu ramènes à la page de pouvoir faire quelque chose avec nos appareils défectueux. C'est n'importe quel appareil électronique? Presque n'importe quel appareil. Certains appareils, c'est pas possible. Comme, admettons, les télévisions, quand c'est dans l'alimentation, c'est facilement réparable, mais quand c'est la plaquette principale à l'intérieur, ça coûte un peu plus cher de faire réparer. Donc, des fois, on va considérer d'acheter une nouvelle télévision ou de revendre les pièces. Donc, c'est vraiment abordable de pouvoir le faire ou ça dépend vraiment du cas? Ça dépend généralement du cas. Un trouble du genre la TV part plus ou elle s'éteint, elle se rallume tout le temps, ça, c'est facilement réparable. Avant de jeter un appareil, il faut vraiment y penser à deux fois à ce moment-là, parce qu'évidemment, il y a de la pollution, puis si vraiment il y a une solution, toi, tu peux être là pour pouvoir sauver ça. La majorité des appareils, on peut les réparer, changer des pièces. C'est facilement réparable, c'est abordable, beaucoup plus abordable que s'offrir une nouvelle télévision. Puis en même temps, on fait un geste pour l'environnement. C'était venu de où, cette passion-là, pour pouvoir justement réparer, sauvegarder ce qu'on a déjà? Parce qu'on est à l'ère du jetable.
Oui, donc je ne sais pas vraiment d'où est-ce que ça m'est venu. C'est plus à travers mes études, j'ai remarqué que c'était facile de réparer nos appareils électroniques. Puis qu'au lieu d'acheter en acheter un nouveau, c'était plus économique, plus écologique aussi de les réparer puis de continuer à les utiliser comme avant. Ta compagnie, elle offre quoi exactement comme service? Ça veut dire réparation, recyclage. Si jamais les clients décident qu'on ne la répare pas, ça coûte trop cher. Moi, je récupère puis je vais en servir dans l'autre télévision que je vais réparer. Conception. Donc, si vous avez une idée, mais vous ne savez pas trop comment faire la partie électronique, moi, je suis capable de faire la conception des plaques électroniques et des ateliers de formation. Ah, atelier de formation. Oui. Dis-nous en plus. Dans le fond, je vais faire des ateliers de formation pour initier les gens à l'électronique pour qu'on développe un peu cette passion-là, surtout chez les jeunes. OK. Donc, qu'on se débrouille, dans le fond, si jamais arrive quelque chose. Exactement. À tout le moins, on a un minimum de connaissances là-dessus. Ah, c'est génial, ça. Puis les coûts au niveau de la formation, c'est abordable? C'est pour abordable. tous? C'est sûr, c'est plus économique si on est en groupe. Une formation personnelle, c'est un peu plus cher. Mais oui, en groupe, ça coûte à peu près 10 $ par personne pour... Puis là, moi, j'ai quelque chose à faire réparer. Je m'en vais chez toi directement ou... On peut s'arranger. Je fais le service à domicile. Je peux prendre aller chercher la télévision, vous la ramener quand elle est réparée. OK. Ou vous pouvez venir chez moi, je vais la réparer aussi. On te rejoint où, Didier? Sur mon site web, didiertech.com ou par email, didier.bosset@gmail.com. Bien, c'est superbe. Alors, on peut sauvegarder nos appareils avant de penser à les échanger ou en acheter un autre. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Pensez à Didier Bosset, spécialiste en électronique pour sauver vos appareils. Merci, Didier. Merci à vous. Si vous êtes des téléspectateurs assidus de TV Laval, vous avez certainement vu l'une de ces nouvelles émissions qui a pour nom Justice citoyenne. On l'a ici à chaque semaine, gratuitement d'ailleurs. Maître Sylvain Lamarche, bonjour Sylvain. Bonjour Éric. On aborde un sujet, mais ensuite vous allez le développer dans Justice citoyenne. Oui, bien sûr, ça va être un sujet où on parle, qui est beaucoup d'actualité. C'est un sujet sur les majeurs inaptes et les mandats en cas d'inaptitude. Donc, on va avoir un intervenant qui s'occupe auprès des personnes qui ont des problèmes d'handicapé mental ou des personnes qui sont plus au courant des questions de curatelle. C'est une question qui m'interpelle parce que mon papa vient d'avoir 89 ans. Il lui manque effectivement ce papier-là en cas d'inaptitude. Oui. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire cette demande-là? Les mandats en cas d'inaptitude peuvent être faits alors qu'on est apte déjà, en prévision d'inaptitude. Donc, les notaires ou les avocats peuvent aussi aider à préparer ces mandats-là. Et c'est bien d'avoir déjà prévu les mandats en cas d'inaptitude. Et dépendamment des degrés d'inaptitude, on peut aussi prévoir certains mandats plus spécifiques ou plus spéciaux à l'intérieur de notre mandat en cas d'inaptitude. Donc, ça peut être soit la gestion, soit des contrats, signer des contrats de travail ou la gestion quotidienne domestique des comptes. Donc, il y a plusieurs catégories d'actes civils qu'un mandat en cas d'inaptitude peut prévoir. Aussi, le mandat en fin de vie, qu'on pourra aussi regarder lors de notre émission. Et ça, ce sera effectivement le sujet d'une autre émission. Mais ce mandat-là est pour protéger la personne visée, bien sûr. Oui, c'est un mandat en cas d'inaptitude. C'est un mandat où il ne faut pas oublier aussi que le mandat en cas d'inaptitude peut être aussi ajouté à un mandat de curatelle. Donc, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas demander à une personne ou interner une personne sur la simple présentation d'un certificat médical en disant qu'il est inapte à s'occuper de lui-même. Donc, le Code civil prévoit des procédures. Donc, des filets de protection, en fait. On ne peut plus, sur la simple présentation d'un certificat médical, demander qu'une personne soit internée en psychiatrie, exemple. Là, maintenant, au niveau de la curatelle, les intervenants doivent passer devant le juge. On doit donner une autorisation du juge. Et aussi, les intervenants en santé et services sociaux ont comme première mission, eux autres aussi, finalement, de signaler, un peu comme une procédure de signalement. Okay. Alors, pour s'assurer que les personnes âgées ou les personnes en perte d'autonomie ne soient pas abusées ou victimes, soient protégées à toute fin pratique par un système de curatelle. Il ne faut pas attendre non plus d'être très vieux
ou très malade avant de signer un tel mandat d'inaptitude? En fait, l'inaptitude, elle n'arrive pas juste avec l'âge. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui sont en perte d'autonomie à cause d'accidents, à cause de maladies. Ça peut être aussi des maladies dégénératives au niveau du cerveau. Ça peut être aussi au niveau de la maladie mentale, une profonde dépression. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments médicaux, des actes médicaux, donc qui vont nécessiter des certificats médicaux pour présenter la requête devant les tribunaux. C'est un document notarié? En matière de curatelle, en matière de tutelle et en matière de dation d'un conseiller, il y a une procédure pour la protection du majeur inapte. C'est une procédure qui se fait devant le juge sur présentation d'un rapport médical. Est-ce que je peux refuser si quelqu'un me dit « Bon, je veux que cette personne-là s'occupe de moi en cas d'inaptitude » ? Il ne faut pas mélanger l'inaptitude. En matière de curatelle, maintenant, on peut maintenant, effectivement, si quelqu'un veut entreprendre une procédure de curatelle contre nous, on a le droit d'être entendu. Et à chaque étape de la curatelle, maintenant, le majeur inapte et le majeur protégé a droit de regard sur son dossier, sur la façon dont le mandant ou les personnes qui sont nommées pour prendre soin des personnes. Justement, la personne nommée, est-ce qu'elle peut dire, écoutez, j'aimerais mieux pas m'occuper de ce dossier-là en cas d'inaptitude de cette personne? C'est sûr qu'un mandant en cas d'inaptitude a la responsabilité d'agir dans l'intérêt du mandataire. À ce moment-là... c'est comme un exécuteur testamentaire, mais de son vivant, dans le fond, non? En fait, c'est comme un tuteur, c'est comme un mandataire. Donc, il doit prendre soin, il ne doit pas être en conflit d'intérêts. Il y a plusieurs devoirs qui devront être respectés. Et si, bien sûr, il n'est pas dans l'intérêt d'un mandataire d'avoir un mandant qui, finalement, n'est pas intéressé à pouvoir s'occuper de ces choses. 2 questions rapides. Est-ce que c'est compliqué à faire et est-ce que ça coûte cher? Au niveau de la procédure là, pour demander la protection du majeur inapte, effectivement, c'est une procédure judiciaire et il y a probablement des questions de certificats médicaux et de rapports médicaux qui devront être remis. Ça peut être demandé par les proches ou par, comme je l'ai dit, les intervenants dans le milieu de santé et services sociaux. Okay. Et à ce moment-là, c'est une procédure légale. Au niveau du mandat en cas d'inaptitude, c'est un peu le processus, finalement, d'un legs testamentaire, d'un testament. Donc, on peut faire homologuer le mandat en cas d'inaptitude, de préparer puis le faire homologuer éventuellement quand la personne devient inapte. Sinon, idéalement, quand on fait son testament, on peut aussi faire la plupart du temps, maintenant, il y a une pratique de le faire de cette façon-là. Vous avez des questions ou des problématiques autour, justement, d'un mandat d'inaptitude? Vous savez qu'à chaque semaine, il y a notre avocat en résidence qui répond à vos questions et vous pouvez soumettre vos dossiers, justement, en écrivant à justicecitoyenne@tvrl.ca. Chaque semaine, bien sûr, vous épluchez tous ces courriels et vous en servez comme cas d'espèce, justement. Avec la participation, bien sûr, des invités des groupes qui nous assistent lors de l'émission. Merci, Maître. Vous êtes libéré de la cour jusqu'à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre trouvaille est une auteure que nous avons déjà reçue à Laval et compagnie dans une saison précédente. C'est Madame Claire Bergeron et nous sommes à son domicile pour parler de son nouveau roman « Une justice à la dérive ». Donc, bonjour Madame Bergeron. Bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir chez moi. Bien, ça nous fait plaisir d'être à votre domicile aujourd'hui. Donc, nous allons parler de votre nouveau roman qui est sorti. En fait, il est tout nouveau, tout beau. Il est arrivé sur le marché le 11 février. On va parler, en fait, moi, ce qui m'intrigue beaucoup du roman, on en a parlé un peu avant de commencer l'entrevue, c'est vraiment toute l'histoire qui vient avant la création de l'histoire du roman en tant que tel. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est ça. Bien, à l'été 2013, j'ai reçu un message, un courriel d'une jeune femme de l'Abitibi, Caroline, qui me demandait si j'avais déjà entendu parler d'un procès qui avait eu lieu en Abitibi dans les années 40. Son père, à l'époque, le père de Caroline, il avait 15 ans à l'époque. Puis lui, il avait toujours conservé le souvenir d'un procès bâclé, finalement. Puis la chose la plus importante, c'est qu'elle me donnait le numéro de dossier de ce procès-là qui avait eu lieu. Elle me donnait le numéro de dossier à Bibliothèque et Archives nationales du Canada à Ottawa. Alors, moi, j'ai appelé à Ottawa, j'ai fait sortir le dossier. Puis avec mon frère et son épouse, on s'est rendu à Ottawa. On a photographié le dossier d'une page, d'une couverture à l'autre. Puis quand je suis revenue à la maison, après ça, j'ai pris ça puis j'ai lu ça
quasiment comme un roman, sauf que c'était une histoire vraie. Puis quand j'ai fini ma lecture, j'ai été stupéfaite de voir à quel point, à l'époque, la justice pouvait être expéditive. C'était incroyable. Juste un petit exemple, là, c'est que les jurys, ils avaient pris 19 minutes. Ils se sont absentés 19 minutes de la salle pour condamner un jeune homme de 20 ans à la peine de mort. Puis ça, c'était sans preuve directe. Ah, j'ai été vraiment stupéfaite de lire ce procès-là. Puis c'est de là qu'en est sorti, naturellement, une justice à la dérive, parce que je me rendais compte qu'il y avait des terribles dérives parfois dans la justice. Mais c'est sûr qu'une justice à la dérive, c'est une œuvre fictive. Tu sais, les personnages, les circonstances, tout a été changé au gré de mon imagination. Par contre, c'est avec toujours en toile de fond le procès dans les années 40 en Abitibi. Donc, c'est l'histoire de Florent, comme vous avez dit, un jeune homme de 20 ans qui a fait une gaffe et comme ça, il est accusé de meurtre prémédité d'une femme du village. Et vous parlez vraiment d'avoir l'histoire vraie en trame de fond. Vous dites que ça doit être difficile, mais comment est-ce qu'on fait pour pas trop tomber dans les faits réels et de conserver la fiction, en fait? C'est sûr que c'est exigeant. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut changer les personnages. Quoique dans la vraie vie, c'était aussi un jeune homme de 20 ans. Moi, c'est sûr que roman, mon Florent, à moi, bien, c'est le fils aîné d'une famille de 11 enfants qui vivent en Abitibi, des gens très pauvres. Puis quand il est déclaré coupable de meurtre prémédité, c'est sûr que c'est au grand désarroi de sa famille parce que jamais il avait vu venir un verdict comme celui-là. Puis c'est une famille aussi avec des liens familiaux tissés très, très serrés. Puis il ne faut pas oublier aussi que moi, j'ai voulu prendre le roman surtout au point de vue des émotions. Parce que je me suis dit, quand un drame comme ça se produit, bien, c'est sûr qu'il y a la famille de Florent, il y a tous les membres de sa famille aussi. Il faut imaginer que toute leur vie fait naufrage, eux autres aussi. Mais il y a aussi la fiancée, parce qu'il avait fait ça parce qu'il était fiancé, puis il voulait avoir de l'argent. Fait qu'à ce moment-là, il y a la famille de la fiancée elle-même. Il y a la famille de la victime aussi, il ne faut pas oublier. Fait que moi, j'ai pris les émotions, tu sais, au point de vue émotion de tous ces gens-là, puis autour d'un procès qui laissait planer de terribles doutes. Puis on le voit beaucoup, les émotions, justement, dans le roman, et que ce soit la famille, que ce soit à l'extérieur, comme le journaliste du journal de Montréal, pas de Montréal, mais un journal à Montréal. Puis là, vous parlez que Florent, c'est vraiment un homme de famille. La famille, c'est important. Mais c'est important aussi pour vous, dans votre premier roman, bien, pas votre premier roman, celui qui a précédé Une justice à la dérive, la couverture était faite par votre fille et celle-là aussi. Donc, c'est vraiment des histoires de famille, vos romans. Ouais. Ça, c'est une grande, grande chance. C'est vraiment un grand bonheur qui nous est offert par les éditions Druide, qui acceptent que, tu sais, des fois qu'on propose, bien, premièrement, au départ, ils acceptent notre titre, puis ensuite, ils acceptent aussi qu'on propose des couvertures. Puis moi, ma fille est photographe, elle demeure à Calgary, puis c'est elle qui prend les photos. Puis sur la couverture de Quand les femmes étaient des hommes, comme vous dites, là, c'est elle qui avait pris la photo. Puis en plus, c'est ma belle-fille, la silhouette qu'on voit. Puis sur ce roman-ci, bien, c'est elle qui a pris la photo aussi. Puis c'est mon petit-fils qui a la photo. Oui, c'est mon petit-fils. Et là, vous m'avez dit juste avant l'entrevue que votre roman avait été soumis pour le prix du gouverneur général, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est un grand honneur pour une auteure. Comment vous réagissez à cet envoi-là, en fait? Bien, juste déjà de savoir que notre roman est soumis à ce prix, comme vous dites, là, un prix très honorifique, mais ça me fait un plaisir immense, c'est certain. Puis ensuite, bien, comme je vous disais aussi, présentement, c'est le livre à lire au Club de lecture Archambault. Ça aussi, c'est une très, très belle promotion pour mon roman. Donc, je suis très, très satisfaite, très heureuse. J'attends avec impatience de vous recevoir encore, puis je vous remercie encore de nous avoir accueillis. Bonne journée. Merci, ça va me faire plaisir. Épisodiquement, elle vient en studio nous faire du remue-ménage. Elle est l'ex-députée de la circonscription de Sainte-Rose et présidente directrice générale chez Jeunes Entreprises du Québec. Il s'agit de Suzanne Proulx. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Éric. Et je pense que cette chronique-là va en amorcer d'autres parce qu'il y a beaucoup d'innovation sociale. Et on va d'abord parler d'innovation sociale dans le domaine médical. Oui, alors vous savez, l'innovation sociale a un terreau fertile ici au Québec, puisqu'on a, au fil des ans, développé notre manière bien à nous de nous développer socialement, économiquement, régionalement, et c'est à travers la concertation. Et quand on parle d'innovation sociale, on parle de mettre en commun les expertises, les points de vue, les compétences, les talents de tout le monde. L'innovation sociale, en fait, c'est de trouver des façons alternatives
alternative de répondre à des besoins identifiés, notamment dans les problématiques de société. L'innovation sociale peut investir différents champs, on peut innover économiquement à travers tout le grand champ d'économie sociale. Et si on regarde comment on peut faire les choses autrement, oser, parfois même risquer, ça peut donner lieu à des expériences extrêmement intéressantes. J'aimerais vous parler justement d'une expérience intéressante d'innovation sociale. C'est toute une innovation appliquée au domaine de la santé. Alors, ce sont les cliniques d'infirmières, cliniques sans médecin. Il y a un projet pilote. Donc, les super infirmières. Les super. On parle, voilà, des super infirmières, donc les infirmières praticiennes. Elles sont 250 au Québec et elles ont 5 ans d'études universitaires. Une infirmière praticienne peut poser certains gestes médicaux, peut faire certains examens, diagnostiquer certains à l'aide de tests, lire les résultats de tests et certainement offrir des soins qui pourraient venir désengorger l'accès à la première ligne. Il me semble que j'entends parler de ces super infirmières-là depuis au moins 5 ans, si ce n'est pas plus. Le projet pilote qui a été lancé l'automne dernier est un projet supporté financièrement par la Fédération des infirmières du Québec, qui, justement, depuis quelques années, regarde le système de santé et se dit comment se fait-il qu'on ne mette pas à contribution mieux que ça le rôle des infirmières? Où est-ce qu'il y a des résistances? C'est les docteurs qui résistent ou c'est la profession générale? C'est les docteurs qui résistent beaucoup parce que notre système santé est orienté vers les médecins. Alors, dans notre système, il y a les médecins et il y a tous les autres qui gravitent autour. Une innovation, c'est de changer de paradigme, de changer de point de vue et de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Est-ce que, par exemple, on ne vient pas même renforcer le rôle des médecins lorsqu'il y a certaines tâches, certaines fonctions médicales qui pourraient être exercées par d'autres en première ligne, dont les infirmières? On a l'impression que le ministre Barrette s'en va dans cette direction-là. Le ministre Barrette, pour l'instant, je pense, oublie un aspect important qui est la concertation. Moi, je pense que la solution en médecine, ce n'est pas une guerre de structure. Actuellement, de fermer les C3S, c'est d'ajouter une lettre et de remettre en place une structure avec la seule différence que c'est maintenant le ministre qui nomme le conseil d'administration de ces instances. Moi, je pense que la réelle innovation et les véritables solutions à nos problèmes, notamment dans le système de santé, passent par l'innovation et mettre à contribution d'autres professionnels de la santé. Je pose la question, Suzanne, des super infirmières, est-ce que ce n'est qu'au Québec qu'on a ça? Non, pas du tout. On retrouve des super infirmières un peu partout et... Par contre, au Québec, on n'a pas tellement misé là-dessus. 250 super infirmières au Québec, c'est très, très peu. On regarde en Ontario, il y en a beaucoup plus. Et à mon avis, je pense que la Fédération des infirmières a posé un geste courageux, fonceur, en disant, bien écoutez, on va le financer nous-mêmes et on va documenter. Alors, c'est un projet qui va durer 18 mois. On a mis en place une clinique d'infirmières et on va documenter les résultats, les impacts et la façon de fonctionner. Ultimement, une innovation sociale, ce qu'on s'attend d'une innovation, c'est qu'on puisse documenter les résultats et qu'on puisse ensuite intégrer ça dans nos politiques publiques. Que ça devienne un modèle. Que ça devienne un modèle qu'on peut répéter dans différentes régions. Mais vous savez, les super infirmières en régions éloignées, là, les dispensaires, là, ce sont les infirmières qui offrent les services de santé. Dites-moi, pourquoi tout prend tant de temps, tout le temps? C'est un peu désolant. C'est vrai, mais moi, je vous dirais là-dessus que pour innover, parfois, il faut prendre le temps de se concerter, il faut prendre le temps d'analyser. Et il y a un dicton qui dit que tout seul, on va parfois plus vite, mais ensemble, on va certainement plus loin. Bon, ensemble, on va voir. On a l'impression qu'on va avoir un printemps plutôt chaud. Oui, alors j'aurai l'occasion de vous reparler de d'autres thèmes d'intérêt. Oui, d'autres innovations sociales, on n'a pas fini dans on n'a pas fini, c'est un vaste champ. Merci, Suzanne. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Les accros de science-fiction, vous allez être servis. On parle du film Les Insurgés avec Nicolas Vincent Poirier. Ça va bien, Nicolas? Ça va bien, et toi? Ça va super bien, merci. Super gros film. Super le gros film, oui, et justement, c'est la période. On n'est pas encore l'été, mais déjà, les films d'été commencent à arriver. On voit qu'il y a de plus en plus de franchises. Maintenant, bon, c'est la franchise
Divergence. Et bientôt, ça va être Fast and Furious qui va revenir le 3 avril. Donc, la franchise Divergence, pour l'instant, elle est au numéro 1 au box-office avec 100 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine. Et bon, ils n'auront pas trop de compétition jusqu'au 3 avril. Après ça, quand Fast and Furious va arriver, ils vont prendre le numéro 1, je suis sûr, pendant un bon bout de temps, d'ici à ce que Avengers le 2 sorte, en tout cas. OK. Donc, c'est à peu près, à mon avis, ce qui va arriver dans les numéros 1 d'ici au mois de mai. Et bon, c'est une franchise basée sur des romans pour ados. Et bon, ça remonte à 2008. Hein. C'est là que la tendance a commencé vraiment avec Twilight. Twilight qui a été une espèce de, pas succès surprise, mais bon, on ne s'attendait pas à ce que le film fasse pas loin de 700 millions au cinéma avec un petit budget d'à peine 50 millions pour Twilight. Et c'est la compagnie de production Summit qui a produit ce film-là. Et justement, bien là, Twilight est terminé. Et là, bon, on parle de faire un reboot de la franchise Twilight. Là, tout le monde chiale. Bon, on va laisser un peu le temps aux gens d'oublier. Après ça, on va recommencer une autre franchise de Twilight. Mais d'ici là, bien, on est dans une ère de franchise, donc il en faut. Donc, Summit, ils ont acheté les droits pour des livres pour ados Divergent avant même que les romans soient sortis en librairie. Donc, ils ont acheté ça. Le premier a sorti l'année passée. OK. Et avant même que le premier soit terminé, ils ont déjà dit, OK, on fait une suite, ça va bien, on en fait déjà une suite. Et celui qui... Ils avaient déjà continué le projet. Ah oui, eux autres, ils en font... C'était une franchise. Là. Le but de tout ça, c'était d'être une franchise. Puis Divergent, les livres, justement, il y a 3 livres. Donc, tu fais plus qu'une trilogie avec ça. Tu fais 3 films. Et dans le fond, le 4e, c'est la dernière partie du dernier livre. Et ça se fait avec Hunger Games, ça s'est fait avec Twilight, Harry Potter, je pense. Donc, tous les livres qu'on adapte au cinéma et qui viennent des franchises, c'est à peu près ça. Le dernier livre, on le sépare en 2. Et Divergent, c'est exactement ça qui va arriver aussi. Le prochain sort, justement, l'année prochaine, à peu près à la même date. Hein? C'est plus ou moins vers le printemps 2016, dans le fond. C'est ça, comme l'année passée, le premier, je pense qu'il est sorti le 20 mars et le deuxième, cette année, est sorti le 21 mars. Donc, c'est vraiment... Si la tendance se maintient. Je pense que c'est déjà prévu. De leur côté. Et ce qui est drôle, c'est... Les commentaires sont vraiment divergés, là. Oui. C'est bien divergé, c'est quasiment tranché, en fait. T'as le camp qui, eux, disent « Non, j'aime beaucoup mieux le livre », puis t'as l'autre qui est vraiment gaga. Puis c'est surtout populaire chez les filles, en plus. Oui, tout à fait. Bien, surprenamment. C'est une héroïne, donc il y a peut-être un peu de ça aussi. C'est sûr que les opinions sont partagées. Qu'on lise n'importe quel livre, une fois qu'on voit l'adaptation au cinéma, souvent, on est déçus, c'est pas comme on le voyait, nous, et bon, mais... Question de perception. Question de perception. Pour ceux qui ont aimé le premier l'année passée, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi les gens devraient détester le séquel. La suite, parce que, bon, c'est quelque chose qui suit. Ils ont quasiment pas pris de break pendant les tournages. Puis d'ailleurs, même, le premier film l'année passée, c'est le réalisateur Neil Burger qui l'avait réalisé. C'est lui qui a fait, entre autres, Limitless en 2011 avec Bradley Cooper. Et quand ils ont annoncé qu'il allait sortir le 2, là, ils ont dit non, Neil Burger, il fera pas partie du reste du projet. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un problème pendant le tournage? Non, c'est que pendant qu'ils ont fait l'annonce, quand le 2 a commencé à se préparer, Neil Burger était encore en train de préparer le premier. C'est une machine, ça. Oui, tout à fait. Quand on embarque dans le merveilleux monde des franchises, c'est une machine. Le premier est sorti, il est à peine sorti. On a déjà commencé à préparer le deuxième. On a déjà la date de sortie prévue. Le troisième aussi. Et c'est la même chose pour Divergent. Mais malheureusement, il ne fait pas tant d'argent que ça. Oui, c'est un succès au box-office avec 100 millions dans sa première fin de semaine. Puis bon, d'ici au 3 avril, pas trop de compétition, c'est correct. Mais le premier, il a fait quelque chose comme 300 quelques millions à travers le monde, avec un budget de 85 millions. C'est bien, oui, c'est pas un flop, non, mais tu regardes Twilight à côté, des budgets entre 50 et 80 millions, puis il te rapporte 700 millions à travers le monde. Mais bon, pour l'instant, Twilight, c'est fini, donc... Mais Twilight, c'est plus la séduction que d'autres choses aussi. Il y a bien de l'action, mais c'est quand même une question de séduction, donc c'est pas tout à fait pareil. Lui, il est 100% science-fiction, puis ça lâche pas d'un plan à l'autre. Il y a toujours de l'action qui se passe. Puis la panoplie d'acteurs est assez impressionnante, ça aussi. Je pense qu'il y a à peu près 25 acteurs connus dans le film. Kate Winslet, c'est la première fois dans sa carrière qu'elle fait une suite. Elle n'a jamais fait ça avant.
Donc, c'est quand même... Spécial de la voir en méchante, en plus, hein? Kate Winslet, c'est wouh! J'ai resté surprise, moi. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Moi, je l'imagine encore dans Titanic, ça fait que bon... Oui, hein, on débranche pas, on est comme, voyons, pauvre titre, ben non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est assez spécial à voir. Puis, la séquence qui nous montre, à tout le moins dans la bande-annonce, c'est l'héroïne est branchée. Ça m'a fait un petit peu penser à Matrix. Là, c'est vrai, dans la bande-annonce du premier Matrix, il y a à peu près ça aussi. Lui était branché couché, elle est branchée debout. C'est ça. Mais bon, évidemment, c'est pas du tout le même genre, même si bon, c'est de la science-fiction. Et pour ce qui est de l'actrice principale, j'espère que je prononce bien son nom, Shailene Woodley. Bon, elle est toujours bonne dans son rôle. C'est à peu près la même chose que le premier. C'est toujours la même. Et elle, à mon avis, c'est une future star. Parce que ce qui est important aujourd'hui pour les stars, la manière qu'une star est façonnée, c'est pas compliqué. Une personne pas connue joue dans un film, le film a un certain succès, un succès critique, on t'a été proposé quelque chose de plus commercial, et quand le succès commercial arrive, là, chaque dollar qu'on te donne, tu nous rapportes tant de dollars. C'est comme ça à peu près que c'est évalué. Donc, Shailene Woodley, qui a fait beaucoup plus de télé jusqu'à présent, eh bien, elle, bon, avec Divergent, c'est déjà bon pour elle, c'est déjà quelque chose de plus. Mais bon, il ne faut pas juste faire partie d'une franchise pour être rentable au box-office. Il faut faire d'autres choses aussi. Et l'année passée, elle a sorti durant l'été le film Nos étoiles contraires, qui a eu un énorme succès avec 12 millions de budget. Le film a eu quelque chose comme, c'est 300 quelques millions de dollars au box-office à travers le monde. Donc, c'est excellent. Donc, si ça continue comme ça, bien, on l'aime, elle est bonne. Et si elle continue comme ça, oui, elle a des chances de devenir une grande star. C'est super. Bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup. Ça va être un film à voir, mesdames et messieurs, Les Insurgés. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, votre entreprise, votre association ou votre regroupement. Voici les différentes façons pour joindre l'équipe de Laval et compagnie. Rien de plus facile, par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. N'oubliez pas que vous pouvez toujours revisionner ou partager une de nos vidéos. Elles sont disponibles sur notre site web à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à nos invités qui se sont déplacés en studio et à nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses et à notre équipe de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Absolument, c'est un rendez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.